Vous êtes le député qui a marqué la rentrée politique avec cette tribune publiée dans Libération sur le projet de loi immigration. 10 jours après, quel résultat? Le coup de pression sur le gouvernement a-t-il fonctionné? On voit ça dans l'invitation signée ce soir par Marco Pommier. Si on vous invite, Sacha Houlié, c'est parce que l'aile gauche de la majorité se rebiffe. Et vous en êtes le porte-voix. En une de Libération, vous réclamez dans une tribune, avec d'autres personnalités de la NUPES, la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. L'initiative agace dans votre propre camp. Et j'ai peur qu'on perde finalement le message clé qu'on veut faire passer, qui est celui de la fermeté, en commençant par parler de régularisation. Sacha Houlié, vous avez su vous rendre incontournable. Aujourd'hui, président de la puissante commission des lois à l'Assemblée, votre ascension est fulgurante. Étudiant à l'esprit contestataire, vous multipliez les actions durant vos études. Grève et blocage contre le contrat première embauche, contre aussi la réforme des universités. Le message qui a été délivré et qui a été bombé sur toute la rue Victor Hugo, il est le suivant. C'est étudiants mobilisés contre la LRU, contre la masterisation, contre les suppressions de postes. D'abord militant socialiste, tendance strauss-kahnienne, le déclic c'est en 2015. Macron Boy de la première heure, vous cofondez le mouvement des jeunes avec Macron. À seulement 28 ans, vous entrez à l'Assemblée nationale. Vous devenez le plus jeune vice-président de l'institution. Chers collègues, quand je mets au vote un amendement, c'est un amendement. Quand je mets au vote un article, c'est un article. Ambitieux, proche du président, à la fois loyal et têtu, voilà comment la presse vous qualifie. Vous, la voix parfois dissonante de la majorité. Abstention sur la loi sécurité globale, opposition à l'application Stop Covid. Sur ces questions d'éthique, il y a toujours une liberté de vote, une liberté de conscience et finalement la capacité de s'exprimer à titre totalement individuel. Une âme de frondeur, mais pour quel résultat? La gauche exclut de voter le projet de loi immigration. La droite menace avec une motion de censure, de quoi mettre la pagaille dans la majorité. Alors Sacha Houlié, jusqu'où irez-vous? Voilà, réponse Sacha Houlié. Vous allez continuer à fronder? Jusqu'à l'adoption du texte, parce qu'en réalité, ce qu'on a vu, on a vu des questions européennes sur l'immigration, et on a aussi des réponses nationales. Et les réponses nationales, c'est de lever des hypocrisies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on a des difficultés à ce que des personnes qui commettent des actes de délinquance sur le territoire ne soient pas expulsées? C'est le fait qu'elles ne soient pas systématiquement expulsables. C'est l'objet d'une des dispositions du projet de loi. Ça, c'est le volet, on va dire, répressif. Qui est radicalement à droite et qui devrait pouvoir être défendue parce qu'elle est admise par la droite, elle est soutenue par les Français. Mais vous avez dit après cette tribune dans Libération que vous aviez la garantie que la partie sur les régularisations des métiers en tension serait dans le texte. C'est sûr, ça? Et donc j'en viens à cette deuxième partie, pour laquelle je réitère le fait que j'ai eu des garanties qu'elle soit dans le texte, qui est, elle, radicalement à gauche, qui revient à dire tous ceux qui sont aujourd'hui dans les cuisines françaises, qui assurent la propreté des bureaux, qui sont dans les hôpitaux, de médecins à aides-soignants pour accompagner toutes les personnes qui s'y rendent, ou dans les EHPAD pour prendre soin de papy ou mamie. Et bien, toutes ces personnes-là, quand elles sont depuis plus de 3 ans sur le territoire, qu'elles ont travaillé 8 mois au minimum sur les 24 derniers mois, elles méritent des papiers. C'est un projet qui est radicalement à droite, radicalement à gauche, qui lève toutes les hypocrisies. Et moi, je suis prêt à beaucoup d'efforts pour qu'on parvienne à faire ce que les Français veulent, parce que toutes ces mesures sont très populaires. Et qui se heurtent en même temps macronien sur l'immigration, c'est un fait. Vous dites que vous avez cette garantie, pourtant dans l'entourage de Gérald Darmanin, c'est moins clair. L'idée de faire passer ce volet métier en tension par circulaire n'est pas complètement écartée. Si c'était le cas, vous voterez contre le projet de loi? D'abord, moi je veux bien qu'on prête beaucoup de mots à Gérald Darmanin, mais c'est lui qui l'a mis dans le projet de loi. Donc c'est aussi une discussion qu'on a eue ensemble dès le départ sur le fait qu'il y avait une nécessité à légiférer. Vous lui faites confiance pour faire passer ça? Ah oui. C'est l'homme de la situation? En tout cas, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la charge des négociations. Et donc moi j'ai toute la confiance sur le fait qu'on a travaillé ensemble ce texte. Toutes ces mesures sont une nécessité. Et donc, on doit les faire adopter. Par rapport à pourquoi il faut que ce soit dans la loi et pourquoi on ne le fait pas par une mesure du gouvernement, le prendrait réglementaire. Eh bien, parce que précisément aujourd'hui, on a une circulaire qui est non contraignante, que pour plein de raisons, on n'applique pas, on applique mal, donc on n'a pas de résultat. Et donc, des personnes qui sont éligibles et qui devraient avoir des papiers et qu'on devrait laisser tranquilles parce qu'elles travaillent pour le bien de notre pays, elles ne les ont pas. C'est pour ça qu'il faut une mesure légale. C'est très clair, ce sera légal ou rien, sinon vous voterez contre. On est bien d'accord?
pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire ce genre de menace. Vous avez parlé de coup de pression au départ. Je pense qu'on a un travail de co-construction qui fait qu'on aboutit à ce texte-là. Et donc mon travail, moi, c'est d'aller chercher l'adhésion de certains partis politiques. On a vu Gérald Darmanin qui était aux universités d'été du groupe Lyot. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé avec le groupe Lyot. On a eu des discussions, quoi qu'on en dise, avec les Républicains, y compris moi. Ah oui ? Et puis on a des discussions avec les groupes de gauche, et donc nécessairement moi, puisque je suis peut-être plus indiqué pour ce... On va revenir aux Républicains, parce que les lignes rouges n'ont pas beaucoup bougé. Pour bien comprendre, on comprend quels sont ces métiers en tension. On parle de la restauration, de l'hôtellerie, on parle aussi de l'hôpital, de la santé, mais on ne dit jamais combien. Est-ce que vous avez une idée du nombre de sans-papiers qui travaillent aujourd'hui dans ces métiers-là ? Et est-ce que la loi, elle parle du stock, c'est-à-dire ces sans-papiers qui sont déjà là, qui travaillent, ou du flux, c'est-à-dire ceux qui viendraient demain pour travailler? Je vais répondre à l'envers. D'abord, je vais être très clair, c'est le stock. On parle aujourd'hui des gens qui sont présents sur le territoire, et donc tous ceux qui évoquent l'idée d'un appel d'air se trompent, parce que précisément, c'est des gens qui travaillent déjà. On leur demande 3 ans d'ancienneté, on leur demande 8 mois sur 24, et en plus, c'est une mesure qui est expérimentale et qui expirera au bout de plusieurs années. Donc ça c'est très clair. Charge à nous de la reconduire si elle a fonctionné. Ensuite, normalement, elle devrait avoir totalement fonctionné, on n'aurait pas besoin de la reconduire. Ensuite, sur la question de combien de personnes ça représente... On dit 300 000 Non. Non ? A priori, pas là-dessus. Entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers, mais je vais être très précis. On ne sait pas, et j'aimerais bien savoir, et donc j'aimerais bien demander à la Direction générale des étrangers en France qu'ils me le disent, le service du ministère de l'Intérieur qui est concerné. En tout cas, contrairement à d'autres pays qui le font, l'Allemagne va nationaliser. On ne fait pas ça, on régularise, on donne des cartes de séjour, pas la nationalité. L'Allemagne va nationaliser 1 million de personnes. La Wallonie va massivement régulariser. L'Italie de Giorgia Meloni, on a vu tout à l'heure les difficultés, malgré ça, Giorgia Meloni, dont on ne peut pas la suspecter de sympathie gauchiste, elle va régulariser 400 000 travailleurs sans papier dans son pays. Ça n'est pas l'option du gouvernement ni la vôtre, la régularisation massive. C'est bien compris. Et on est bien au-delà de 10 fois moins. Alors, juste une petite question sur le MEDEF. Moi, je m'étonne de sa discrétion. Je croyais que c'était si important pour les chefs d'entreprise de parvenir à ces régularisations rapidement. Écoutez, c'est un allié ou pas les chefs d'entreprise, y compris adhérents au MEDEF, à la CAPEB, à la FFB, dans tous les syndicats professionnels, ils sont peut-être discrets, encore qu'ils prennent la parole dans les médias locaux. Il y en a beaucoup qui ont répondu à l'appel que j'ai lancé, à l'appel qu'a relayé Stéphane Séjourné auprès des chefs d'entreprise. Et en tout cas, ils sont dans nos permanences pour nous dire « nos salariés, ne nous les enlevez pas ». Voilà, ceux qui sont aujourd'hui dans nos entreprises et qui nous permettent de faire tourner les boutiques, ne nous les retirez pas. Une autre tactique parlementaire serait de scinder le texte en deux. Un projet de loi répressif, un projet de loi sur les régularisations, métiers en tension, ça vous irait ? J'ai toujours dit, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, on a des mesures qui sont nécessaires, qui sont importantes et qui sont, je le répète, populaires, parce que soutenues par la population. Et donc, si c'est un texte, si c'est 2 textes, y compris même s'il faut avoir un 49.3 parce que le Parlement ne veut pas prendre ses responsabilités, il faut ces dispositions. Oui, alors vous parlez d'un 49.3 populaire. Précisément parce que ces mesures le sont. 80% des Français sont d'accord avec les expulsions des étrangers délinquants. 60% des Français sont d'accord pour régulariser les travailleurs dans les métiers en tension. Donc ils comprendraient le passage en force sans vote, c'est ça si les parlementaires, à un moment donné, ne sont pas capables de reconnaître des mesures qui par ailleurs ont été un temps soutenues par la partie sans jamais avoir été mis en place. C'est Nicolas Sarkozy qui avait supprimé la double peine. C'est la gauche qui n'a jamais légiféré sur la régularisation dont je vous parle. Eh bien, je pense que sur ce sujet, il faut que nous prenions les nôtres. Bon, la route est longue, le texte arrive début novembre au Sénat, il y a eu pas mal de rebondissements, quelque chose me dit qu'il y en aura sûrement d'autres. L'autre sujet sur lequel la majorité est plus qu'attendue, c'est le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire a reçu les distributeurs, les pompistes qui vendent de l'essence dans les stations-service, revendre à perte. Vous croyez qu'ils vont le faire, vraiment ? Je le pense d'autant plus que ce sera permis par la loi. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que sur tout ce qui est le quotidien des Français, dans les dernières années, dans les 12 derniers mois, il y a eu une action du gouvernement. Sur le carburant, il y a eu la remise à la pompe. Aujourd'hui, il y a la vente à perte qui permet d'économiser jusqu'à 47 centimes d'euros. 47 centimes, vous sortez d'où ce chiffre ? C'est le chiffre. Vous avancez pas un peu trop ? C'est l'étude qui nous a été transmise par le gouvernement et a priori, leurs logiciels qui permettent des simulations sont plutôt exacts puisque c'est ceux qui avaient permis de calculer les 30 centimes de réduction. Sur le litre d'essence. Et ce genre de choses. Deuxième chose, sur l'électricité et le gaz, je veux quand même rappeler que certes, elle a augmenté pour de nombreux Français, et c'est douloureux quand on regarde les factures. En revanche, elle a été très largement limitée, cette augmentation, par le bouclier tarifaire, y compris financé parce qu'on a fait la taxe sur les superprofits. Finalement, on a découvert ce que c'était, on a fait la taxe sur les superprofits. Elle a rapporté 26 milliards d'euros, et c'est ces 26 milliards d'euros qui ont permis
eh bien, que les Français ne payent pas beaucoup plus cher le gaz et l'électricité. Troisième chose, sur les prix de l'alimentaire. Vous vous souvenez qu'il y a eu le trimestre anti-inflation. Donc on a réussi à contenir les prix. Maintenant, les prix sont contenus à la hausse. Oui. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire une loi qui permet de renégocier les prix pour qu'ils soient aujourd'hui à la baisse. L'inflation qui commence à stagner, voire baisser, les Français ne le ressentent pas. Je voudrais vous montrer votre collègue Richard Ramos du MoDem qui lui propose sur les questions d'essence de revenir à ce qu'on appelle la TCPE flottante et donc en gros de baisser les taxes quand le baril augmente. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous dites, vous, le Renaissance ? Il ne vous a pas échappé qu'on a aussi un sujet de finances publiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner la planche à billets et on n'invente pas des ressources nouvelles. Et donc ces ressources-là, elles sont utiles à deux titres. D'abord, c'est des ressources pour l'État pour garantir son budget. Et ensuite, surtout, c'est pour investir pour la transition écologique. On n'aura pas de voitures nouvelles avec des primes à la conversion. On n'aura pas de logements rénovés. On n'aura pas de mesures incitatives pour faire la transition écologique si on n'a pas d'argent public. J'entends que la porte est fermée. On verra parce que le MoDem a beaucoup d'amendements, notamment dans le budget, pour trouver de l'argent, notamment sur les plus riches. On verra ça.